Relativement peu fréquent, le cancer de l'ovaire touche environ 5000 femmes en France chaque année, ce qui fait de lui le 8e cancer féminin. La bonne nouvelle, c'est que son taux d'incidence baisse chaque année. Pour faire le point sur ce cancer, je reçois la docteure Laura Polastro. Elle est chef de clinique adjointe en oncologie médicale à l'Institut Jules Bordet en Belgique. Docteur Polastro, bonjour. Bonjour Céline. Que sont les ovaires et à quoi servent-ils ? Les ovaires sont au nombre de 2. Ils font partie de l'appareil reproducteur féminin. Ils sont situés dans le bas-ventre de part et d'autre de l'utérus et ils ont 2 grandes fonctions. La première est la production des hormones sexuelles féminines, qui sont principalement l'œstrogène et la progestérone. Et ces hormones non seulement orchestrent le cycle menstruel de la femme, donc l'ovulation, les règles, mais également sont responsables du développement des caractères sexuels dits secondaires féminins, qui sont le développement des seins, de la pilosité par exemple. Donc cette fonction de production d'hormones commence vers la puberté et se termine plus ou moins à la ménopause. C'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est la fabrication des ovules qui commence également à la puberté. Et donc, les femmes naissent avec un stock de follicules dans les ovaires. Et au moment de la puberté, chaque mois, un des ovaires va mener à maturité un des follicules et libérer au moment de l'ovulation un ovule qui va être acheminé dans l'utérus. Et là, sera fécondé ou non par un spermatozoïde, sinon il sera éliminé. Donc cette fonction, bien entendu, s'arrête au moment de la ménopause. Il y a différents types de cancer des ovaires. Pourriez-vous nous les détailler ? Effectivement, on peut distinguer 3 grands types de cancer de ovaire, suivant les cellules où vont prendre naissance la tumeur. Donc pour bien comprendre ça, il faut se rappeler la structure qu'il y a un ovaire au microscope. Donc il est constitué des follicules qui donnent naissance aux ovules. Et les follicules peuvent parfois être à l'origine de tumeurs qu'on appelle tumeurs germinales, qui sont des tumeurs relativement rares et ont comme particularité de survenir chez des femmes jeunes, voire des adolescentes ou même des enfants. Qu'est-ce qui entoure les follicules ? C'est les cellules dites stromales qui fabriquent les hormones et peuvent donner naissance aux tumeurs stromales qui sont aussi des tumeurs relativement rares. Les tumeurs les plus fréquentes, c'est les tumeurs qui dérivent de ce qu'on appelle l'épithélium, c'est la partie plus externe de l'ovaire. Donc ça représente plus ou moins 80% des cancers de l'ovaire. Il y a plusieurs sous-types dont le plus fréquent de loin est ce qu'on appelle le carcinome séreux de haut grade qui apparaît généralement vers l'âge de 65 ans. Quels sont les facteurs de risque potentiels du cancer des ovaires ? Mais effectivement, ces dernières années, on a mis en évidence plusieurs facteurs de risque de développer un cancer de l'ovaire. Parmi ceux-ci, le plus important et fréquent, c'est le fait d'avoir une prédisposition héréditaire au développement du cancer de l'ovaire. Ce sont les femmes donc porteuses d'une prédisposition héréditaire qui ont une mutation du gène BRCA1 ou 2 ont un risque nettement majoré de développer un cancer de l'ovaire et surtout le développent généralement plus tôt que les femmes qui n'ont pas ce genre de mutation. Et souvent, ces femmes-là ont une histoire familiale de cancer de l'ovaire dans la famille ou du pancréas ou du sein. On estime qu'environ 10 à 20% des cancers de l'ovaire sont liés à ces mutations et les femmes porteuses de ces mutations génétiques ont un risque de développer un cancer de l'ovaire au cours de leur vie qui varie entre 10 et 40%. Donc c'est vraiment un risque important. C'est pour ça que des mesures préventives sont proposées chez elles. Le fait également d'avoir des antécédents familiaux de cancer de l'ovaire, même en absence de mutation identifiée, ça favorise également le développement de cancer de l'ovaire. Et il y a d'autres facteurs de risque qui sont identifiés, mais qui ont un rôle beaucoup moindre, comme par exemple les ménages précoces, donc avoir les règles tôt dans la vie, et la ménopause plus tardive augmente un tout petit peu le risque. La même chose pour les femmes souffrant d'endométriose, le risque est légèrement majoré de développer certains types assez particuliers de cancers épithéliaux de l'ovaire. Et à contrario, les facteurs protecteurs, donc les femmes ayant eu plusieurs grossesses, et un allaitement prolongé, ça semble diminuer un petit peu le risque de cancer de l'ovaire. Et de façon intéressante, l'usage de la pilule, donc le contraceptif oral, diminue un petit peu également le cancer de l'ovaire. Est-ce que le traitement substitutif de la ménopause comporte un risque ? Il y a plusieurs études qui ont été faites avec des résultats parfois divergents. Certaines études disent que ça augmenterait un tout petit peu le risque. Maintenant, l'usage d'un traitement hormonal substitutif à la ménopause doit se discuter avec son médecin parce qu'il y a aussi balancer le risque et les bénéfices potentiels. Et est-ce qu'il existe un dépistage national ? Non, effectivement, il n'y a pas de dépistage dit de masse pour le cancer d'ovaire, contrairement à ce qui est le cas pour le cancer du col de l'utérus ou du sein. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est que le cancer d'ovaire reste heureusement une maladie relativement rare, puisqu'on estime qu'en France, il y a plus ou moins 5000 nouvelles femmes qui sont diagnostiquées avec un cancer d'ovaire. En Belgique, c'est plus ou moins 800 nouveaux cas. Ce
qui est beaucoup moindre par rapport au cancer du sein, où on estime qu'environ 60 000 nouveaux cas, rien qu'en France, sont diagnostiqués. Donc, comme c'est une pathologie rare, ça se prête moins au dépistage dit de masse, puisqu'il faudrait dépister énormément de femmes pour détecter un seul cancer de l'ovaire. Ça, c'est la première chose, donc pathologie rare. La deuxième chose, c'est que les examens, les techniques de dépistage actuelles ne sont pas très efficaces pour détecter les cancers d'ovaires précoces. Il y a plusieurs études qui ont montré ça. On a suivi des patients, c'était pas des patients, c'était des femmes qui n'avaient pas de facteurs de risque particuliers ni de symptômes particuliers. Soit elles étaient suivies sans dépistage, comme on fait généralement, soit elles bénéficiaient du programme de dépistage mis en place sous forme de prise de sang avec dosage de marqueurs réguliers et d'échographie gynécologique éventuellement. Et les deux études seront considérées comme négatives. Négatives pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu de diminution de la mortalité par cancer d'ovaire chez les femmes qui bénéficiaient du programme de dépistage. Et même certaines personnes ont même dit que c'était probablement un peu délétère parce que finalement on impose beaucoup d'examens qui sont parfois génèrent de l'anxiété chez ces femmes et parfois ce qui mène, on découvre des choses qui sont sans signification, ça entraîne d'autres examens, parfois des interventions chirurgicales qui étaient totalement inutiles. Donc pour l'instant, il n'y a pas de dépistage dit de masse organisé au niveau national. Néanmoins, il y a deux remarques à retenir. C'est que ceci est valable chez les patientes, les femmes qui n'ont pas de symptômes. En cas de symptômes, par exemple de douleurs qui persistent, de ballonnement abdominal qui persistent dans le temps, il est bien entendu indiqué de consulter son médecin ou son gynécologue pour s'assurer que tout est en ordre. Et la deuxième chose, c'est que ceci ne concerne pas donc il n'y a pas de dépistage dit de masse pour les patientes qui n'ont pas de facteur de risque particulier. Les patientes qui ont des antécédents familiaux ou porteuses d'une mutation, par exemple BRCA1 ou 2, bien entendu, ce n'est pas le cas. Et là, on propose des mesures préventives, comme par exemple enlever les ovaires avant que le cancer se développe à un certain âge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup quels sont les symptômes qui peuvent alerter et comment le diagnostic est-il posé? Quand le cancer est localisé, souvent il est asymptomatique, donc il n'y a aucun symptôme. Donc c'est souvent des découvertes fortuites lors d'un examen gynécologique de routine. On découvre une masse suspecte à l'échographie et ça amène une série d'examens. Et donc souvent le cancer est malheureusement dans 70% des cas diagnostiqué à un stade tardif parce qu'au début il n'y a aucun symptôme. Et donc souvent c'est diagnostiqué sur base de douleurs abdominales qui persistent, de ballonnements abdominaux, de gonflement du ventre parce qu'il y a de l'eau qui va se mettre dans le ventre, ça va être de l'acide parce que la maladie s'est mise au niveau du péritoine, donc l'enveloppe qui entoure tous les organes abdominaux. Et donc, quand on suspecte un cancer de l'ovaire, soit parce qu'on le découvre fortuitement lors d'un examen de routine ou en cas de symptômes laissant suspecter ça, on va réaliser un ensemble d'examens qu'on appelle bilan diagnostique. Et le but de ce bilan, il est double. Non seulement confirmer ou non la présence de cancer et le sous-type auquel on a affaire. Et la deuxième chose, évaluer l'étendue de la maladie. Est-ce que la maladie est localisée au niveau de l'ovaire ou malheureusement, elle s'est étendue plus loin. Donc pour ça, on réalise souvent une prise de sang. On va doser le marqueur tumoral du cancer de l'ovaire, qui est le plus souvent on dose le marqueur qui est le CA125, qui est une substance sécrétée par les cellules tumorales. Donc le fait qu'il soit élevé peut suggérer un cancer. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il est élevé que ça on ne pose pas le diagnostic avec ça. C'est une aide diagnostique qui peut être élevé pour d'autres causes. Dans les femmes souffrant d'endométriose, on peut avoir une légère augmentation ou en cas d'infection abdominale également. Et à contrario, le fait que le marqueur soit normal, ça peut être possible même en présence d'un cancer, surtout dans les formes localisées. Donc ça, c'est pour les prises de sang. Ensuite, en général, on réalise un examen d'imagerie médicale. Souvent, on réalise un scanner abdominale ou une résonance magnétique suivant les cas, surtout pour voir l'étendue de la maladie. Est-ce que la maladie est localisée qu'au niveau de l'ovaire ou malheureusement est-ce qu'elle est étendue dans d'autres organes comme au niveau du foie ou au niveau du péritoine? Donc ça, c'est les examens. Parfois, c'est complété par un examen isotopique qu'on appelle le PET scan dans certains cas particuliers. Et enfin, dans la majorité des cas, on doit toujours réaliser de toute façon une biopsie pour confirmer le diagnostic et l'analyser au laboratoire. Et le plus souvent, pour réaliser cette biopsie, on réalise une célioscopie ou laparoscopie exploratrice. C'est une intervention chirurgicale qu'on réalise sous anesthésie générale. Donc, le chirurgien va faire une petite incision près du nombril et va placer une caméra dans le ventre pour regarder l'intérieur de l'abdomen. Cet examen va avoir une double mission, non seulement réaliser des biopsies pour confirmer ou non le diagnostic de cancer,
Donc ça va être analysé au laboratoire et ça va permettre d'évaluer également l'étendue de la maladie. Est-ce que la maladie a l'air localisée ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une carcinomatose péritonéale et si oui, quelle est son importance? Et aussi, le chirurgien nous dira à l'issue de cette intervention s'il pense qu'une chirurgie complète est possible à ce moment-là, oui ou non. Donc tous ces examens constituent le bilan diagnostique. Docteur, pourriez-vous nous expliquer le parcours de soins d'une patiente à qui on vient de diagnostiquer un cancer des ovaires? Oui. Mais le parcours est différent suivant, bien entendu, beaucoup de paramètres, dont le stade de la maladie, les antécédents de la patiente, comme c'est souvent des patientes assez âgées quand même, puisque l'âge moyen diagnostique est plus ou moins 65 ans. Il y a 3 parcours schématiquement. Premier parcours, la patiente est ce qu'on appelle opérable d'emblée, donc on va aller vers une intervention chirurgicale d'abord, qui sera souvent, dans la majorité des cas, complétée par une chimiothérapie dite adjuvante, c'est-à-dire que c'est une chimiothérapie préventive pour diminuer le risque de récidive. En général, la chimiothérapie est donnée pour 4 à 6 cycles, espacés chacun de toutes les 3 semaines. Et ça se fait en ambulatoire, donc les patients ne doivent pas rester hospitalisés. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que quand la maladie est un peu trop étendue et on ne peut pas l'opérer d'emblée. Et donc, on va réaliser une chimiothérapie dite néoadjuvante, c'est-à-dire avant l'intervention chirurgicale, également 3 à 4 cures, des mêmes modalités, donc toutes les 3 semaines. Et ensuite, on va réaliser de nouveau un bilan, voir si la maladie a bien diminué. Si c'est le cas, on va aller vers une intervention chirurgicale qu'on appelle chirurgie d'intervalle parce qu'elle est située après une chimiothérapie. Et ensuite, on va après l'intervention, environ 1 mois après, 3 semaines, 1 mois, la chimiothérapie va être reprise pour vraiment que entre l'intervention, d'abord on commence par la chimio, nouveau intervention qu'on appelle d'intervalle, et puis après on reprend la chimiothérapie. Et dans ces 2 cas de figure-là, parfois on donne des traitements dits de maintenance pendant parfois plusieurs années. Par exemple, chez les patientes qui ont une mutation génétique, comme les mutations BRCA, on donne en général, en cas de cancer de l'ovaire avancé, un traitement oral pendant 2 à 3 ans pour diminuer le risque de récidive. Il y a d'autres traitements de maintenance qui existent, mais ça c'est discuté au cas par cas avec l'équipe soignante. Et la troisième configuration, c'est malheureusement quand la chirurgie n'est pas possible, soit quand la maladie est trop avancée, il y a des métastases à distance sont trop importantes. Là, ce qu'on propose aux patientes, en général, c'est de la chimiothérapie, plus ou moins combinée à des thérapies dites ciblées. Et le but à ce moment-là de la chimiothérapie, c'est de diminuer les symptômes liés à la maladie, parce que souvent des patientes qui ont des douleurs abdominales très gênées par l'acide qu'il y a dans le ventre. Donc la chimiothérapie va permettre de diminuer ça, d'améliorer donc leur qualité de vie et de prolonger la survie. Docteur Polastro, pour terminer, que diriez-vous à une patiente qui vient d'être diagnostiquée d'un cancer des ovaires? Je leur explique leur parcours de soins, ce qu'on a proposé. Maintenant, souvent, les patientes sont sidérées par l'annonce, le patient et leurs proches, donc ils n'entendent pas toujours ça. Et donc souvent, je leur répète à différents moments, moi et l'ensemble de l'équipe soignante. Mais j'insiste dès le début sur plusieurs points qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est-à-dire que vraiment que c'est important de former un partenariat avec la patiente, qu'ils ne seront pas seuls pendant leur parcours de soins, que toute l'équipe soignante, que ce soit à l'hôpital et en ville, on va tout mettre en œuvre pour que tout se passe au mieux. Des difficultés, il y en aura sûrement, mais c'est important qu'ils nous les communiquent et qu'on trouve avec elles des solutions. Donc vraiment de créer un partenariat avec la patiente et son entourage pour que ça se passe au mieux. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent les patientes ont lu sur les réseaux sociaux, sur Internet, que le pronostic était souvent très très sombre, surtout en cas de cancer de l'ovaire avancé. Il y a quand même un message d'espoir à leur diffuser. Il y a d'énormes avancées grâce à la recherche scientifique qui a amélioré énormément le pronostic de la maladie du cancer de l'ovaire avancé y compris. Merci pour vos recommandations. Merci.